nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct le thermomètre de RDC, qui est une émission au cours de laquelle nous allons décortiquer un certain nombre de sujets, à savoir l'appel aux Congolais à faire échec au plan de balkanisation de RDC par l'archevêque de Kinshasa. Ensuite, nous allons parler du Front commun pour le Congo qui travaille à sa mutation en un seul parti politique. Pour finir, nous parlerons des tensions à l'université de Kinshasa suite à la disparité des frais académiques. Pour en parler, nous recevons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Walter Boulabouba, qui est chercheur en philosophie politique. Ensuite, M. Prince Kepengekika de la Mouka. Bonjour messieurs et meilleurs vœux. Bonjour madame, meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Vendredi 3 janvier, dans un point de presse, le cardinal Fridolin Ambongo a fait appel aux Congolais à faire échec à un projet de balkanisation de la RDC. L'archevêque de Kinshasa, qui revient d'une visite pastorale de 4 jours dans le diocèse de Butembo-Beni, s'est inquiété du déplacement massif de la population à l'est du pays. Monsieur Epenge, 6 plans de balkanisation il y a par qui? Bien, la balkanisation, le plan de balkanisation existe. Il ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, Lumumba, à son temps, l'avait dénoncé. Vous vous rappelez de son célébrissime phrase: la Belgique veut balkaniser ces pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. C'est là quelques mots prononcés par Patrice Lumumba pour alerter les Congolais sur les dangers permanents. À l'époque, c'était un plan qui, je dirais, était à ses débuts, parce qu'à l'époque, ce n'était pas nécessairement la question de l'Est. À l'époque, c'était notamment la sécession du Katanga, la sécession du site Kasaï par Albert Kalonji. Mais aujourd'hui, ce plan de la balkanisation du Congo a pris une dimension extrêmement dangereuse, dans la mesure où aujourd'hui, c'est avant tout une affaire du Rwanda et de l'Ouganda. Et cette balkanisation est en train de se tramer avec la bénédiction de certains Congolais qui sont au pouvoir et dans l'armée. Vous aviez suivi les propos de Papa Fridolin Ambongo qui revenait de là, parce que une semaine bien avant Fridolin Ambongo, c'est le président élu Martin Fayulu et le coordonnateur de la Mouka Adolphe Muzito qui étaient en séjour à Beni, qui ont passé le réveillon du 24 au 25 à Beni. Et bien avant d'aller à Beni, au sein de la Mouka, les coordonnateurs de la Mouka avaient déjà haussé les tons pour dire qu'à un moment donné, pour arrêter la guerre, il faut faire la guerre. Comme on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Et à un moment donné, il faut qu'on se regarde avec les Rwandais et qu'on juge quelle est la solution la mieux adaptée. Et Papa Fridolin Ambongo, 4 jours après, est parti à Beni. Et en revenant de là, il a dit, avant de dire que le plan de balkanisation est dans sa phase la plus évidente, et il a dit que le Congo est en guerre. Il faut être conséquent, madame. Quand un cardinal de son État, un chef d'une confession qui engage à peu près 80% de Congolais, vous dit que le Congo est en guerre après qu'il ait sillonné l'Est du pays, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc pour nous, au sein de la Mouka, la balkanisation aujourd'hui va se matérialiser si on y prend garde, suite, entre autres, aux multiples accords que Félix a signés avec les Rwandais, et notamment avec les Ougandais. Peut-être sans le vouloir et sans le savoir, Félix aurait donné carte blanche aux Rwandais de morceler une partie de notre pays. Voilà pourquoi nous, au sein de la Mouka, nous préparons pour appeler le peuple le 17 janvier dans la rue afin de marcher contre ces plans de balkanisation et aussi contre les accords multiformes que Félix a signés avec Kagame, qui est le père même
du morcellement de notre patrie. Alors, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi seraient en train de déverser leurs ressortissants dans cette partie du pays afin d'en faire des autochtones. Monsieur Boulabumba, allégation ou fait prouvé? Allégation ou fait prouvé. Bon. Du moment que les gens qui reviennent de l'Est, je parle ici expressément du cardinal archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, lorsqu'il est dit, bon, au bénéfice du doute, nous pouvons penser que ce qu'il a dit, c'est effectif, parce qu'il était quand même sur le terrain, il a pris langue avec des populations locales, et nous supposons que ce qu'il a dit là, nous supposons bien sûr que ce qu'il a dit est réel. Mais je vais quand même revenir un peu sur ce que mon co-débatteur en face a dit. D'entrée de jeu, il reconnaît que le plan de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en son temps, en 1960, déjà, Lumumba l'a dit. Effectivement, là, il était question de la sécession katangaise ainsi que la sécession du Sud Kasaï. Mais du moins, le plan ne date pas d'aujourd'hui. Il date de longtemps. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit balkanisation, déjà en tête, on va le Rwanda, on va l'Ouganda, on va le Burundi. Et ces trois pays se sont illustrés sur notre territoire national lorsque l'AFDEL, dont un de cadres avait qualifié lui-même d'un conglomérat d'aventuriers, lorsque l'AFDEL de Mzee Laurent Désiré Kabila est venu dans ce pays, soi-disant pour libérer le Zaïre de la dictature de Mobutu. C'est ainsi qu'on a commencé à parler de ces plans machiavéliques, de ces plans diaboliques avec tous les qualificatifs possibles de la coalition rwando-ougando-burundaise. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, le plan de balkanisation hier lié aux conflits internes, aujourd'hui, il est tout à fait curieusement lié aux problèmes externes et surtout aux frontières du pays. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, c'est lorsqu'il dit, par exemple, que le président Félix Tshisekedi, heureusement qu'il a dit peut-être, lui-même a dit peut-être qu'il aurait signé des accords sans les vouloir et sans les savoir. Et nous pensons que ce sont quand même des affirmations trop fortes et gratuites qui ne méritent pas d'être collées à l'endroit de la personne de Félix Tshisekedi, qui est le président de la République nationale de la République démocratique du Congo, j'allais dire, qui est notre président. Alors, les populations ougandaises, rwandaises et burundaises sont déversées. Chaque jour, il paraît. Bon, je l'ai dit au début, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, l'a dit, nous pouvons lui faire confiance. Mais il se pose quand même une question. Au cas où cette situation serait réelle, qu'effectivement les populations rwandaises, ougandaises et burundaises étaient en train d'être réimplantées là où les populations congolaises étaient délogées. Alors, il faut que nous sachions que font les services de sécurité, par exemple. Oui, justement, si c'est l'Amouka qui doit nous en informer, si c'est le cardinal Fridolin Mbongo qui doit nous informer, mais que fait le gouvernement congolais? Pourquoi il ne communique pas sur cette situation? Bon, madame, on va se poser la question, fait-il partie de ce complot comme le suppose peut-être, monsieur? Non, je pense que, madame, je crois que nous devons être sérieux lorsque nous tenons certains propos. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le président Félix Tshisekedi ait signé les accords qui autoriseraient l'Ouganda ou le Rwanda à s'approprier un moindre morceau du territoire national. Ça, ce sont des accusations inutilement trop fortes. Et ça. D'ailleurs, ça ne peut même pas s'expliquer. Comment expliquer ça? Alors, monsieur Epengue, un document non autrement identifié circule sur la toile. Il s'agit d'un accord conclu le 23 octobre de 1996 à l'hôtel Lemera entre les forces démocratiques de libération du Congo. Celui-ci, dans son article 4, stipule ceci. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Laurent Désiré Kabila, le héros du peuple congolais, aurait-il vendu une partie de son pays avec ceux avec qui il était en alliance? Effectivement, la question des accords de l'Émirat, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Il y a eu des débats, il y a eu des chercheurs, il y a beaucoup de contradictions. On raconte tout et son contraire sur cette affaire-là. Ce qui est vrai, c'est que Mzee Kabila avait fait recours à l'aide du Rwanda pour l'aider à chasser Mobutu.
Et comme vous le savez, c'était un marché. Et nous ne voyons pas pourquoi les Rwandais allaient donner main forte à Musée Kabila. Ça, une contrepartie. Alors, quelle a été la contrepartie? Et certains pensent que voilà, c'était effectivement ça, que Musée avait accepté de céder une partie du territoire. Mais nous autres, quand on connaît, quand on a vu, bon, nous ne connaissons pas très bien Musée, nous ne l'avions pas très bien connu, les quelques années ou 2 ans qu'on a passé avec lui à Kinshasa, on a compris que c'était un homme qui aimait fondamentalement son pays. C'était un patriote. Et nous nous voyons mal ce Musée qui venait libérer la patrie, céder une partie du territoire aux Rwandais. Je crois que ça a été juste un accord où Musée acceptait qu'on l'aide et qu'à contrepartie, les Rwandais puissent bénéficier peut-être de quelques kilos d'or ou de diamants. Mais aller jusqu'à céder une partie du territoire congolais aux Rwandais, en tout cas, on a du mal à accepter la part de Musée Kabila, un lumumbiste, un patriote et un nationaliste. Par contre, je suis convaincu que la phase actuelle du plan de la balkanisation, telle qu'elle dit ou dénoncée par Papa Fridolin Ambongo, doit nous préoccuper tous. D'ailleurs, c'est très étonnant de constater aujourd'hui que les premiers Congolais à avoir applaudi M. Kagame, c'est l'IDPS, Etienne Tshisekedi. C'est extrêmement dangereux, dans la mesure où nous savons tous que cette visée expansionniste, les Rwandais les caressent depuis toujours. On ne dit pas du peuple rwandais comme tel, parce que nous on dit on n'a rien contre le peuple rwandais, mais plutôt les régimes rwandais actuels. Parce que les Rwandais, on a vocation, selon moi, on a vocation à commercer, à avoir des échanges commerciaux avec les Rwandais dans l'avenir. Mais dans le contexte actuel, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous lier au Rwanda, parce que justement, le régime actuel au Rwanda est un régime dictatorial. Et peut-être que demain, on aura un président rwandais élu démocratiquement, un président rwandais qui va ouvrir ce pays, qui est juste à côté de nous, pour que demain, entre nos 2 pays, qu'il y ait quand même un respect mutuel. Ce sont les 2 États souverains qui vont se respecter, bien sûr. On ne fera rien du tout pour enlever le Rwanda là où il est. On ne prendra pas un couteau pour arracher le Rwanda de la carte de l'Afrique là où il est. Nous sommes condamnés à vivre côte à côte avec le Rwanda jusqu'à la fin de l'humanité. On ne l'annexera pas non plus parce qu'on n'a pas envie. Pourquoi? Qu'est-ce que les Rwandais? Non. Je vais en revenir. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Congo qu'on ira chercher au Rwanda? Voyez-vous, est-ce que c'est les montagnes? On a suffisamment de montagnes à l'est. C'est les gorilles, on a suffisamment de montagnes, et plutôt des gorilles au Congo. Il n'y a rien que les Rwandais a qu'on puisse aller. Ben, peut-être que je ne sais pas si les femmes, mais les femmes congolaises, à mon avis, sont beaucoup plus belles que... Donc, voyez-vous, donc on n'a rien à chercher au Rwanda. Mais par contre, c'est que nous exigeons du Rwanda, que le Rwanda respecte son grand voisin qui est le Congo. Oh, le respect ne se donne pas. Le respect, c'est mérite. Il faut qu'ils sentent que le Congo vive. Il faut qu'ils sentent que le Congo vit. Il faut qu'ils sentent que le Congo est cohérent. Oh, nous sommes dans un État qui n'existe plus. Avec la nomination de M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous ne méritons plus le respect même du petit Rwanda. Alors, comme vous le savez, tous les voisins du Congo ont intérêt à ce que le Congo soit faible. Tous les voisins du Congo ont intérêt à ce que le Congo ait un président illégitime. Je vous assure, madame, tel qu'on est allé aux élections du 30 décembre 2018, si la volonté et la souveraineté du peuple a été respectée, et que conformément à la volonté du peuple, Martin Fayulu aura été installé tel qu'il a voulu le peuple comme président de la République, ces mésaventures à l'est du pays se seraient arrêtées. Pourquoi? Eh bien parce que Kagame aurait vu à Martin Fayulu un président digne de ses noms, parce qu'il y a près de 80% de la population congolaise derrière lui. Mais là, nous sommes en face d'un président qui, par les jeux de passe-passe de Kagame, de Museveni, est au pouvoir. Donc, vous avez vu avec quelle facilité, quand Kagame demande à Félix, signez-moi la décision pour que l'avion, le Air Rwanda puisse atterrir à Kinshasa, le premier acte que Félix a posé en arrivant au pouvoir, c'est d'autoriser l'avion rwandais de venir à Kinshasa ici.
quels sont les échanges? Est-ce que les économistes peuvent nous dire, en termes d'échanges commerciaux avec le Rwanda, en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on échange avec le Rwanda? Est-ce que ce sont les chikwang du Congo, du Bandunisi, qu'on va exporter au Rwanda? Il n'y a absolument rien à échanger entre nous et le Rwanda. Pour l'instant, entre Kinshasa et Kigali. Mais pourquoi Félix s'est empressé à signer et plutôt à autoriser à ce que les avions rwandais atterrissent directement à Kinshasa? Pourquoi quand Félix arrive au pouvoir, le premier voyage de la femme de Félix, c'est aller à Kigali, manger avec la femme de Kagame? Pourquoi le premier voyage de Félix, c'était aller à Kigali? Alors tout ça, au moment où nous savons très bien que c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame qui a mis le feu dans notre maison Congo. Et donc ce sont des actes de trahison qui nous laissent croire qu'en tout cas, si le plan de balkanisation est dans sa phase finale, c'est notamment grâce à la bénédiction de Félix Tshisekedi qui doit tout au Rwanda et qui doit tout à Kabila. Bien, oui. Je vais déjà rebondir sur ce que mon collègue est en train de dire. Je pense que nous devons être sincères pour dire des choses, non pas avec les états d'âme, mais avec la raison. Mon collègue a dit beaucoup de contre-vérités. Malheureusement, je ne suis pas du CACH, je ne suis pas de l'UDPS. J'aurais aimé que l'autre invité du CACH soit là, malheureusement, il n'est pas là. Mais de manière sincère et objective, je veux quand même recadrer ce que mon co-débatteur est en train de dire. Je commence par la toute dernière contre-vérité qu'il a dite, lorsqu'il insinue que le tout premier voyage de Félix Tshisekedi, c'était au Rwanda. Mais vous êtes de la presse, madame. Vous savez que le premier pays africain que Félix a visité en tant que chef de l'État, c'était plutôt le Kenya. Ça n'a pas été le Rwanda. Donc il me semble que une fois de plus, nos amis de la Mouka en face, notamment le cas de Prince Ipenge, sont en train de continuer, malheureusement, dans cette logique de contre-vérité, en érigeant, permettez-moi l'expression, en érigeant des paralogismes et des sophismes en rationalité. Mais ça, c'est très grave. Ensuite, une autre contre-vérité. Lorsque monsieur dit que le premier à avoir acclamé Kagame, c'est l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, mais en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, j'aimerais demander à mon co-débatteur en face. Lorsque l'Union africaine, en son temps dirigée par Paul Kagame, avait demandé que la Cour constitutionnelle sursoit à la proclamation des résultats définitifs parce que Kagame devait venir. Je pense que tout la Mouka était en liesse. Tout la Mouka était en liesse. Donc je peux dire que pour cette époque, les premiers à avoir acclamé Paul Kagame, c'est plutôt la Mouka, ce n'est pas UDPS. De 3. Le collègue insiste à parler de la nomination de Félix Tshisekedi. Bon, tout le monde sait que ça c'est une vaste blague. Le Tshisekedi a été élu et investi par les instances habilitées à proclamer et à confirmer les résultats électoraux. Je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais je vais quand même dire pour finir que je n'ai jamais été à l'est du pays. Je n'ai jamais été ni à Goma, ni à Bukavu, ni à Beni Butembo. Mais au regard des témoignages de ceux qui sont à l'est et ceux qui racontent, c'est que chaque année, chaque jour, il y a des milliers et des milliers de Congolais et de Congolaises qui traversent la frontière pour aller au Rwanda. Et il y a des milliers et des milliers de Rwandais et de Rwandaises qui traversent la frontière dans le sens inverse pour venir au Congo. Les échanges commerciaux sont là. Ils existent, ils sont réels. Vous l'avez dit, collègue. Il a dit, le Rwanda restera là où il est. Et nous, Congo, nous serons là-bas. Mais nous devons développer la politique de bon voisinage. Lorsque Rwandais arrive... Cette politique-là, quand on sent que l'autre est en train de prédominer sur l'autre... Quand on sent que l'autre est en train de prédominer, c'est ma propre faiblesse, madame. Dans tout ça, moi, je vais arriver à une chose. Moi, je crois que s'il y a des faiblesses qui sont inhérentes à la gouvernance de l'État congolais, il ne faut pas les imputer au Rwanda. Qu'est-ce que l'État congolais est en train de faire exactement pour devenir un État fort et craint et respecté dans la sous-région? C'est la faiblesse de notre gouvernement. Mais ça, c'est la faiblesse de notre gouvernement. Nous avons vu pendant les 18 ans du règne de Kabila. En quoi l'État congolais a été fort?
En quoi les services de renseignement ont été forts? Parce que maintenant, on dit que ce sont des Ougandais, des Rwandais, des Burundais qui viennent. Mais où sont les services de renseignement pour anticiper cette histoire afin d'éviter que ça se passe? Rien n'est fait. Rien n'est fait, rien n'est fait. Donc la faiblesse du Congo, elle est effective. Je le confirme, le Congo est un État faible aujourd'hui. Et l'une des causes de sa faiblesse, parce que le Congo a eu une diplomatie amorphe. Le Congo n'est pas diplomatiquement fort. Il n'est pas diplomatiquement fort. Pour être diplomatique... C'est peut-être pas ça que le président Félix s'évertue en ce moment de faire. C'est pour ça que Lamouk a peut-être dit qu'il est en train d'aller faire, on va dire, des courbettes à Kagame, alors que justement il cherche à pacifier les relations, que tout redevienne à la normale. Justement, je sais qu'on va y arriver. Lorsque le cardinal Ambongo propose des solutions, entre autres choses, il dit par exemple que la solution est notamment diplomatique. Mais c'est ce que le président Félix est en train de faire. Il va ici, il va là-bas, on dit qu'il gaspille l'argent du pays. Tout à fait normal, ça rentre dans les cadres de ses attributions. Il doit aller. Parce que sous l'ère Kabila, pendant j'ai fini madame, pendant les derniers moments du règne de Kabila, le Congo a été presque en isolement. Alors il fallait que Félix puisse d'abord redynamiser la diplomatie. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, moi, je voudrais savoir, revenir toujours sur ce document de l'Émirat, hein, M. Epengue, qui dit que dans son article 5, dès que l'Alliance aura gagné la victoire, une rétribution spéciale sera allouée aux alliés, etc. Et l'article 7 joue, pour sonner le glas plutôt, dit la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance, donc avant le 30 juin 1960. Était-ce vraiment le prix à payer pour nous débarrasser du régime de Mobutu? Ce qui est évident, c'est que si l'accord de l'Émirat existe, il est tout autant mauvais que l'accord de Kingakati signé entre Kabila et Félix Tshisekedi. Parce que je vous apprends que dans l'accord de Kingakati, que Félix est allé signer nuitamment à 2 h du matin avec Kabila, il est dit que Kabila gère l'État congolais. Vous l'avez cet accord? Madame, je suis un politique. Comme il vous a dit tout à l'heure, je lui dis qu'il y a des voyages officiels que lui sait et des voyages que Félix effectue nuitamment, que seuls nous autres, les initiés, savent. Félix s'est rendu, bien avant d'aller au Kenya, s'est rendu au Rwanda. Et il n'y a rien d'étonnant parce que Félix a 2 frères, a 2 nouveaux frères. Son premier nouveau frère, c'est Kabila. Son second nouveau frère, c'est Kagame, et tout le monde le sait. Nous autres qui avions combattu avec lui, comme Martin Fayulu, Bemba et les autres, il dit, nous sommes les Bandoki. Nous sommes les sorciers. Aujourd'hui, c'est 2 frères, c'est 2 nouveaux frères, c'est Kabila et Kagame. Qui ne le sait pas? Quand Félix dit que Kagame est l'homme de la situation pour établir la paix à l'Est, qui ne le sait pas? C'est le pays qu'il a visité le plus depuis qu'il a été nommé par M. Kabila. Ce n'est pas une contre-vérité. Donc, aujourd'hui, cet accord dont vous me parlez, c'est exactement dans la droite ligne. Si elle existerait, parce que moi, je suis aussi un scientifique, et moi, compte tenu de plusieurs versions qui existent sur cet accord de l'Émirat, et des contradictions qu'il y a, et je ne peux pas endosser tout ce que vous dites, mais sinon, il y a eu un arrangement entre Mouzé Kabila et les Rwandais pour que ces derniers l'aident à libérer le pays. Vous connaissez ce qui s'est passé. Par la suite, ils ont voulu les renverser et tout ça. Oui, justement parce qu'il n'a pas respecté les accords. Entre autres, vous savez, vous savez que De Gaulle avait recouru plutôt au service des Alliés pour que la France soit libérée à un moment donné. Donc, vous savez qu'à peine arrivé à Paris, et à un moment donné, les Alliés s'étaient ligués pour écarter De Gaulle brièvement. Et heureusement que la patrie était tellement reconnaissante envers De Gaulle qu'en tout cas on l'a mis au centre parce que c'était les seuls qui s'étaient mis debout contre l'occupation de la France et qui avaient appelé à la résistance. Donc ici à un moment donné, Mouzé avait conclu des accords et les Rwandais ont voulu s'accaparer du pays. On connaît la suite. Mais est-ce que c'est parce que Mouzé avait trahi ou Mouzé avait conclu les accords avec les Rwandais que nous, la génération qui a hérité du flambeau, nous ne pouvons pas mieux faire? Non. C'est un peu comme aujourd'hui, certains qui diraient Mobutu avait détruit ce pays. Bon, Félix est là. Pourquoi voulez-vous? Non, laissons. Ici, il s'agit de dire que si nos
pères fondateurs ont commis des erreurs, nous pouvons réparer ces erreurs et mieux faire qu'eux. Donc, nous sommes dans une situation, comme l'a dit Papa Mbongo, la balkanisation est là, c'est une réalité. J'étais en train de regarder mon téléphone là pour vous montrer une photo de ce qui ressemblerait le Congo demain si nous décidons de croiser nos bras. L'Ituri, une bonne partie de l'Ituri va nous être privée. Et les Nord et les Sud Kivu vont partir. Une bonne partie de Maniema va aller voir en Florée, même à Tanga, du côté de Tanganyika. Voyez-vous? Donc, c'est un véritable danger. Mais comment contenir ces dangers? Justement, c'est la question. C'est l'État. Nous devons répondre par ces dangers, premièrement, en faisant l'unité nationale. Oh, ce qui arrive aujourd'hui, madame, c'est quelque chose qui a été bien planifié par les systèmes ou le régime Kabila. Kabila avait reçu la mission de désarticuler le Congo pour rendre la balkanisation possible. Mais compte tenu du patriotisme et de la faiblesse populaire qu'il y avait dans ce pays et du rejet de sa personne et de ses idées, Kabila n'arrivait pas à le faire. Arrivé à la fin, Kabila pensait avoir un troisième mandat, mais le peuple avait résisté. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il met son patin, il dit voilà, je vais nommer un Congolais dont sa nationalité, quelqu'un dont la nationalité n'est pas mise en doute. Et une fois qu'il serait là, je vais les contrôler. Il faut essayer de constater qu'il y a des choses que même Kabila, au plus fond de son régime, ne se permettait pas. Et que Félix comme manger sur une même table avec Kagame, comme passer une nuit dans les mêmes hôtels avec Kagame, et être dans les salles de conférences, bas dessus, dessous avec Kagame. Ce sont des choses que quand même Kabila faisait dans l'obscurité ou dans des petits salons pour que les Congolais ne voient pas. Mais aujourd'hui, sous le label d'un Congolais, Félix le fait. En réalité, le plan de la balkanisation devait passer par la division des Congolais. En nommant Félix président, Kabila a parié sur la division des Congolais. Et les Congolais, une fois divisés, les tribus congolaises, une fois divisées, quand viendra la balkanisation, les Congolais ne seront pas l'unité faisant la force, la division ne peut faire que la faiblesse. Et donc aujourd'hui, ils se disent, bah, écoutez, les Congolais, avec les élections du 30 décembre, en sont divisés. Il y a des camps. Nous pouvons profiter de cette brèche-là et réaliser le plan de la balkanisation. Voilà là où tout le monde a dit, voici le péché mortel de Félix. C'est-à-dire qu'en acceptant la tentation de Kabila de les nommer, en acceptant cette nomination, il a divisé les Congolais. Et aujourd'hui, les gens veulent profiter de cette division pour balkaniser le Congo en disant, en attendant que les Congolais se réconcilient et entre eux, on aura déjà réalisé ce plan-là et le Rwanda aura déjà récupéré une partie du pays. Malheureusement, ils ont oublié que nous, au sein de la MOCA, nous avions dit, nous n'accepterons jamais que cette histoire arrive. Les multiples accords que Félix a signés, parce qu'on parle de comment on peut sortir de ce piège. Quand il signe l'accord, quand vous dites les multiples accords là, il faudrait quand même apporter une preuve à cela. Madame, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes la seule journaliste dans ce pays qui ne sait pas que Félix avait autorisé à faire que l'armée rwandaise entre au Congo. Officiellement. Vous êtes la seule qui ignore que Félix a signé les accords pour que les rebelles M23 rentrent au Congo. Il y en a même qui sont partis jusqu'à Tanganyika. Voilà. Tout ceci sont des moyens pour préparer la balkanisation du Congo. Donc pour nous, au sein de la MOCA, nous disons ça ne passera pas. C'est Félix qui a trahi. Mais nous, au sein de la MOCA, avec le président Elie Martin Fayulu, nous ne trahirons jamais ce pays. Nous continuerons à contester. Directement, vous faites fi de ce que Laurent Désiré Kabila aurait fait. Vous faites fi de cela. Non, madame. Et tous les péchés maintenant, Kabila n'est même plus en cause. Je ne tomberai pas dans ce piège de Moïse Kabila.
La personne qui est en train de vendre le Congo maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Je suis en train de vous montrer qu'il a signé les accords avec les Rwandais pour que le M23 rentre au Congo. Il y en a déjà qui rentrent, qui sont même, qui partent même du côté de Tanganyika là-bas. Et je vous dis, je suis en train de vous rappeler qu'il a signé les accords pour que l'armée rwandaise entre au Congo. Là, on est en train de divertir les gens en disant que non, c'était un accord pour qu'il y ait des échanges d'informations entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. C'est totalement faux. L'armée rwandaise est au Congo. Et donc, tout ceci, c'est pour préparer la balkanisation. Nous connaissons tout ceci. Donc, nous, au sein de la Mouka, qu'est-ce que nous disons? Nous appelons le peuple, l'ensemble du peuple. On ne voit pas que la Mouka. Et le Congo, il n'y a pas que la Mouka. Et nous disons, c'est 17 janvier, le jour où Patrice Lumumba a été tué, nous allons tous sortir dans les rues du Congo et à l'extérieur du pays pour marcher contre la balkanisation, pour marcher contre le morcellement d'une partie du territoire congolais, pour marcher contre les tueries à l'est du pays, pour marcher contre toutes les antivaleurs que nous avions combattues et contre lesquelles nous sommes rendus le 30 décembre 2018 aux urnes pour dire nous voulons que le système Kabila et tout ce qui a été fait sous Kabila puisse être mis à l'écart. Malheureusement, avec les deals de M. Félix Tshisekedi et Kabila Kingakati, nous sommes au point zéro. Mais malgré cela, nous allons continuer à insister. Donc, ne nous ramenez pas sur l'accord de l'Émirat, mais regardez ce qui est là. Pour que le public aussi comprenne. Mais madame, depuis les fameux accords de l'Émirat, vous me dites, beaucoup d'eau coulée sous les ponts. Si en 2018, on n'a pas été trahi par Félix Tshisekedi, je crois que cette histoire de la balkanisation ne serait pas aussi au goût du jour tel que Papa Mbongo est en train de le dire. Parce qu'il vous a dit que nous sommes en état de guerre. Et qui est en train de gouverner? C'est Félix Tshisekedi. Depuis qu'il a été nommé, ça fait une année. Il nous a dit que il a envoyé des généraux à l'Est, l'armée, les militaires ont eu les soldats et les rebelles, les soi-disant rebelles, parce qu'il n'y a jamais de rebelles rwandais ou ougandais au Congo. Ce sont des bandits que Kagame et Museveni envoient au Congo. Voyez-vous? Mais depuis qu'il nous dit qu'on les capture, ils se rendent, ça fait une année, madame. Une année. Est-ce que la paix est-elle de retour au Kivu? La réponse est non. Alors, on va laisser... On a reçu un nouveau invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Pati Katanga, qui n'est plus à présenter, communicateur de Cash. Alors, M. Katanga, nous étions en train de parler du plan de balkanisation de la RDC et de son échec, disons, l'appel à son échec, comme le cardinal Fridolin Ambongo le veut. Et je pense que c'est le souhait de tout le monde de ne pas perdre une partie de ces territoires. Et là, M. Epenge dit que M. Tshisekedi serait la cause de ce qui se passe en ce moment. Nous sommes dans la diversion, comme d'habitude, de la Mouka, mais pas la Mouka, parce que la Mouka n'existe plus. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ne sont pas sur la même longueur d'onde avec les présidents autoproclamés à la recherche de sa vérité des urnes. Donc vous comprendrez, la Mouka en ce moment-là n'existait pas parce que à peine Mouzito a parlé que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont signé un communiqué pour les désavouer. Vous comprendrez que la Mouka n'existe pas. Donc personne ne peut parler au nom de la Mouka, sauf à créer une cacophonie. Bon, maintenant, sur la balkanisation de notre pays, vous comprendrez que dès la prise du pouvoir du président de la République élu, vous savez, Tshisekedi, Félix, Mouzito a fait une déclaration qui est publique. Hein? Adolphe Mouzito Fumonti, colistier du président autoproclamé à la recherche de sa vérité des urnes, Mouzito fait cette déclaration, dit qu'il va créer l'insécurité au Congo pour que les investisseurs n'y viennent pas. La déclaration, elle est publique et tout le monde peut le revoir aujourd'hui. Que lui, Mouzito, va créer de l'insécurité au Congo pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Ça, c'est Mouzito Fumonti. Bon, maintenant, si on veut chercher quelqu'un qui crée l'insécurité, il y en a qui s'est proclamé, qui s'est déclaré lui-même créateur de l'insécurité au Congo. Et en plus, Mouzito, il nous dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda et même annexer le Rwanda. Mouzito ne comprend pas l'art de la guerre. La guerre ne se décrète pas comme ça, comme lui l'a dit. Et Mouzito n'a rien compris parce que Mouzito était pendant 4 ans Premier ministre dans ce pays. Pendant que Mouzito était Premier ministre dans ce pays, madame, Goma a été tombé entre les mains M23. Mouzito avait eu l'occasion en tant que Premier ministre de déclarer la guerre au Rwanda en ce moment-là, puisqu'il était Premier ministre. Mais le Premier ministre déclare pas une guerre. Donc, alors c'est pas un opposant qui déclare la guerre. Alors ce n'est pas un opposant qui déclare la guerre. Alors un opposant déclare la guerre alors.
Alors, on est posé la déclaration. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas la logique. Si le Premier ministre ne veut pas déclarer la guerre, mais comment se fait-il que quand il est dans l'opposition, il dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda? Non, il y a ceux qui sont dans l'action. Félix Antoine Tshisekedi est dans l'action. Ça fait 10 mois, c'est lui qui stabilise la situation à l'Est. La situation est une situation difficile. Je suis maïmaï. Je porte les stigmates de la guerre. La guerre, je connais. Ceux qui parlent à la Moka n'ont jamais fait la guerre. Ils ne connaissent même pas la guerre. Ils ne connaissent même pas la stratégie. Dans une guerre, vous avez la guerre classique. 2 pays qui se sont déclarés la guerre et qui font la guerre selon les normes classiques. Et puis il y a la guerre asymétrique. La guerre dont l'adversaire n'est pas connu. C'est ce que la guerre, on nous fait la guerre contre les terroristes. On nous fait la guerre contre les terroristes. Les gens qui ont une stratégie, mais qui n'ont pas un pays, qui n'ont pas un visage clairement identifié. Et nous sommes en train de monter en puissance. L'armée congolaise est en train de monter en puissance. Vous êtes en train de, par votre discours, de chercher à démobiliser nos militaires. Alors qu'ils font un travail difficile. C'est la première fois, depuis très longtemps, que le jour de l'an, il n'y a pas eu massacre à Beni. Et la déclaration n'est pas de moi, la déclaration est de la société civile de Beni. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le travail s'est fait en profondeur. Mais c'est un travail difficile, j'en conviens. Il faut encourager nos militaires. Il faut voir ce qui se passe au niveau international. Notre armée est aujourd'hui classée 9e armée d'Afrique, 72e armée du monde. Il y a longtemps, nous n'étions pas classés. Donc, ça veut dire qu'il faut encourager nos militaires qui font un travail difficile, et j'en conviens. Notre armée a encore des problèmes. Il faut résoudre ces problèmes et nous devons avoir une stratégie. Cette guerre-là, on ne va pas la gagner par des slogans. Cette guerre-là, on va la gagner parce qu'on aura une stratégie. Une stratégie à court et à long terme pour gagner cette guerre-là. Si vous pensez que c'est avec des slogans, hein, et d'ailleurs, Mouzito et le président autoproclamé à la recherche de sa vérité des urnes ont passé Saint-Sylvestre, Manfama, Noël à Beni. Ils n'ont pas été assassinés, à ce que je sache. Ils sont rentrés vivants. Donc pour dire que les FARDC est en train de faire un travail en profondeur, il faut encourager nos militaires et ne pas les décourager. Il faut encourager nos compatriotes à dénoncer, parce que les terroristes se logent même dans nos populations. Et il faut encourager nos populations à dénoncer les terroristes. Monsieur Katanga, laissez Monsieur Boulabumba nous dire si il faudrait user de quelle voie devrait-on user justement maintenant pour mettre fin à cette guerre-là. C'est vrai qu'on nous apprend qu'il y a les FARDC gagnent du terrain et tout, mais entre-temps, il y a toujours des conflits, il y a toujours des massacres. De quelle voie devrait-on user? Bien. Merci beaucoup, madame. Je suis, permettez-moi l'expression, je suis un peu estomaqué de constater que presque une année après, il y a des gens qui sont restés attachés à certaines notions qui en elles-mêmes ne disent pratiquement rien. Je regrette que mon co-débatteur d'en face continue à dire des choses comme Tshisekedi aurait été nommé, le qualifier de pantin. Déjà, ce que vous dites là, c'est une injure. Même lorsque M. Mouzito l'a dit, c'est une insulte. Un homme sérieux et un homme d'État, il n'aurait pas pu prononcer de telles histoires. Nomination, élection, nous savons que Tshisekedi a été élu président de la République, reconnu et investi par la haute cour, et que devant la même haute cour, celui qui disait qu'il avait sa vérité des urnes n'avait jamais démontré en quoi que ce soit qu'il avait gagné cette élection. Donc je crois que ça c'est un discours distracteur, c'est un discours mobilisateur, alors que le peuple a besoin que nos forces armées qui sont là-bas puissent aller de victoire en victoire pour reconquérir l'Est. Mademoiselle, excusez-moi madame, je vais répondre à votre question. La solution elle est simple. Je crois que nous l'avons déjà dit. Même si les problèmes de l'Est, je l'ai dit ici dans une précédente émission, c'est devenu une problématique. Donc, dans un même problème, il y a tellement de problèmes que parfois on n'y comprend rien. Je vais vous les démontrer, madame. Lorsque nous lisons, nous suivons aussi les interventions des amis qui sont venus de l'Est. Il y a d'abord les deux amis de la Moka qui sont partis là-bas. Bon, je n'ai pas senti la profondeur dans leur discours. Le seul langage sérieux, à peu près sérieux que le coordonnateur Mouzito a tenu, c'était avant qu'il aille à l'Est. Il a quand même dit des choses sérieuses. Notamment, il faut renforcer notre armée pour en faire une machine de dissuasion. Ça, c'était tout à fait normal. En dépit de ces débordements relatifs, par exemple, à la guerre contre le Rwanda, à l'annexion. On en a déjà parlé, je ne vais plus revenir. Alors, il y a des déclarations qui me semblent un tout petit peu curieuses. Lorsque Monseigneur le cardinal parle, par exemple, de visées annexionnistes, mais le porte-parole des FARDC parle de visées sécessionnistes.
Alors je me pose la question, s'agit-il d'une annexion ou y aurait-il une sécession en préparation? Je crois que ce sont deux notions différentes et il faudrait que ces gens-là, il faudrait que le gouvernement nous dise qu'est-ce qu'il en est exactement. Ça c'est de un. Et puis de deux, il n'y a que deux voies, madame. La première voie, c'est la voie militaire. Il faut que nos forces armées soient renforcées, qu'elles soient des forces armées capables de défendre l'intégrité du territoire national. Ça c'est de un. Et de deux, la voie est aussi diplomatique. C'est-à-dire, je l'ai dit une fois ici, il faut, même sans commencer par le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi, il faut rallier à notre cause, à la cause nationale congolaise, des grandes puissances. Mais vous pensez pas que c'est elles-mêmes, ces grandes puissances-là, seraient dans ce conflit? Mais non, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut les rallier, madame. Peut-être qu'ils ils auraient déjà choisi leur camp, mais il faut les rallier. Si le Rwanda s'était permis, par exemple, de rallier à sa cause toutes ces puissances-là, pourquoi pas? Mais quel serait le prix à payer? C'est ça aussi le problème. Le prix à payer. Oui. Mais les prix à payer, ce sont des garanties que vous allez leur offrir. Et la seule garantie, donc, je continue. Oui. La seule garantie actuellement, c'est qu'il y ait apaisement pour que les entreprises des droits de ces pays-là puissent venir investir dans notre pays. C'est la seule garantie. Et à ces prix, il faut que le pays soit stable, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait ceci, cela. Et je vais finir pour dire que j'entends déjà parler des consultations, tout ça. Qu'est-ce que ça va faire? Le président va consulter qui pour la guerre de l'Est? Tous les efforts que le président doit faire, c'est de veiller à ce que les services de défense, de l'armée, de sécurité, ainsi que les services de renseignement puissent être efficaces. Il va se concerter avec qui? Peut-être, vous savez, dans un pays, il y a l'opposition, bon, bien que la Mouka ne se dit pas d'être l'opposition, mais il y a toutes ces forces-là qu'il faut consulter peut-être en interne d'abord, avant d'aller voir... Quel serait l'apport de ces forces? Parce que la voie est claire. Madame, pendant que le président serrait, j'ai dit serrer, parce que pour moi c'est une démarche paresseuse. Ça n'aboutirait même pas. À moins que. Pendant que le président serait en train de se concerter avec je ne sais pas qui ici, à l'Est, les gens continueraient à mourir. Et on accuserait le même président de ne rien faire. Moi, je crois que les FARDC sont dans une bonne passe. Ça fait longtemps que les FARDC n'avaient jamais été aussi engagés, qu'ils n'avaient jamais aussi engagé des victoires comme ça sur le terrain. J'ai entendu notre collègue dire qu'il n'y a rien écouté. Nous devons être sincères et reconnaître les choses qui sont faites. Je vais finir en citant un proverbe en lingala. Mangala balobaka, mboloko. Ce qu'on dit, on ne peut pas tout nier. On ne peut pas tout dire que Félix n'a rien fait par rapport à la situation à l'Est. Jamais. Depuis le décès de Mamadou Ndala, jamais les FARDC n'ont engagé aussi des victoires que cette fois-ci. Alors, moi j'ai comme l'impression qu'il s'élève un vent distracteur, un vent déstabilisateur. Mais je comprends les amis de l'opposition, mais c'est une mauvaise opposition. Comme pour dire Tshisekedi ne fait rien. Non. Alors, l'archevêque Fridolin Mbongo serait aussi celui qui aurait jeté, on va dire, l'huile sur le feu. Oui. D'une façon, je vais vous dire d'abord, vous êtes journaliste, heureusement. Nous sommes tous intellectuels ici. Il y a des questions qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Qui a dit ça? C'est le cardinal Ambongo. Et pour les amis de la Mouka, il est de leur camp. Ah, c'est aussi oui, fort, je vais le dire. J'ai dit pour les amis de la Mouka, il est de leur camp. Parce que nombreux ont applaudi ces déclarations. Mais pour les amis du cash, je sais que moi je ne sais pas du cash, mais il va dire ça. Mais moi je me souviens seulement que Monseigneur Ambongo, c'est l'homme qui avait dit que les résultats tels que proclamés n'étaient pas conformes à la vérité des urnes. C'est cet homme-là. Vous comprenez, madame? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le cardinal Ambongo, c'est l'homme qui, dernièrement, a été appelé comme entraille, fils des entrailles de Jeannot Bemba, le père de Jean-Pierre Bemba. Donc, pour les amis du cash, c'est que Ambongo égale Bemba égale Lamouka. Et que les propos viennent de lui. Ça doit déranger, madame. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Donnez-moi une minute de plus. Peut-être que j'ai abusé de mon temps. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de bonnes choses. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Malheureusement, il y a toujours des bouts de phrases qui dérangent. Par exemple, lorsqu'il dit, je cite, « Nous avons espéré qu'avec l'alternance, les massacres allaient cesser. Mais nous remarquons malheureusement que ils se sont même intensifiés. » Moi, je crois que Monseigneur Ambongo et les amis de la Mouka sont dans la même logique. C'est-à-dire, les présidents de la République ne font rien. Comme pour dire aux gens de Béni ainsi qu'à toute la population congolaise, ces messieurs-là ne font rien pour vous, alors ce n'est pas l'homme qu'il fallait.
Et pourtant, toutes les preuves sont là, ils travaillent. Monsieur Pengue, nous allons clôturer ce premier sujet puisque nous devons passer au deuxième et le temps nous fait défaut. Qu'avez-vous à répondre à tout ce que vos co-débatteurs viennent de dire? Oui, beaucoup de contre-vérités, naturellement, oui. Je comprends. Relevez-les. Ndekopati parle de Mosito qui aurait dit qu'il allait créer l'insécurité. Qui est Mosito pour créer l'insécurité dans ce pays? Mais il a dit, je vais créer l'insécurité. Non. Mosito a géré ce pays. C'est un économiste de Rennes. Il a dit avec 350 domiciles. Avec l'argent du public. Mosito a dit que compte tenu de la contestation des résultats, de l'illégitimité de Félix Tshisekedi, aucun investisseur sérieux ne viendra. Non. À part les Chinois qui peuvent venir pour donner $200,000, $300,000, c'est pas avec $300,000 qu'on va créer des emplois sérieux. Et donc, dans les contextes ici, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Le Congo sera instable. Et le Congo est instable. Le Congo n'a jamais été aussi instable. Comme vous le savez, dans tous les pays du monde, quand il y a une contestation post-électorale, le pays est fragilisé. Ça, c'est une réalité. Ndekopati parle de la stabilité à l'Est. Vous parlez de quelle stabilité? Allez dire ça à nos frères de l'Est. Ils vous diront. Vous savez que le président est élu. L'amour a passé Noël là-bas. Avant bien qu'Ambo. L'amour a passé Noël là-bas. Bien sûr. Mais on ne vous a pas dit que... On ne les a pas attaqués? Non, on ne vous a pas dit que tout l'Est est embrasé. Okay. Le président est allé à l'Est. On lui a dit, par nos populations de l'Est, arrivé à Beni, il avait réussi la société civile, les Mwami et tout ça. On lui a dit, président, ici, quand on voit un militaire congolais le soir, supposé congolais, le soir, on fuit. Pourquoi? Eh bien parce que même ces bandits rwandais portaient les tenues des militaires congolais. La guerre asymétrique. C'est ça la guerre asymétrique. Et donc, pour eux, ils ne sont pas protégés. Alors, pour nous, il n'y a pas de stabilité à l'est du pays. Je viens maintenant par rapport à la question de l'armée. L'armée aujourd'hui, elle est sous-équipée. Il n'y a pas qu'hier que les soldes des militaires a été détournés jusqu'à ce jour. Pas plus tard que la semaine passée, quand j'ai fait une émission avec un ami dans une radio de la place, les militaires disent on vous a menti que nous on a reçu des cartons de poulet. C'est un poulet par soldat. Voyez-vous? Et donc dans ces conditions-là, c'est la situation, la vie des militaires est très compliquée. Le président autoproclamé n'a pas donné le carton. Une précision parce que il voulait, M. Walter veut me faire revenir sur cette affaire de la Cour constitutionnelle. Monsieur, si vous avez du respect pour cette Cour, moi je n'en ai pas. Cette Cour qui a fait aujourd'hui que l'Assemblée nationale a 537 députés. Mais c'est devant la même Cour que les députés Lamouka invalidés sont allés se plier, n'est-ce pas? S'il vous plaît, donc je vous le dis, vous l'avez présenté comme un analyste. Mais apparemment, il ne fait pas de l'analyse. Il est en train de colmater, et prendre, comme disent les Kinois, ça. S'il était un analyste, il irait sur la mission fondamentale de la Cour. Et c'est que cette Cour-là a pondu comme travail et il vous aurait fait ce qu'on appelle l'analyse. Et moi, ce n'est pas ce qu'on appelle l'analyse. Ça, nous sommes tous des scientifiques. Et ce n'est pas ça faire de l'analyse. Et donc, pour nous, c'est qu'Ambongo a dit. C'est que Fidel Ambongo a dit. Fidel Ambongo vient de Beni. Il a passé des jours à Beni. Je ne sais pas les deux co-débatteurs ici, la dernière fois qu'ils étaient à Beni, c'était quand? Peut-être qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Qui n'est jamais allé. Voilà, qui n'a jamais allé à Okivu. Et les propos qu'Ambongo a dit ont été corroborés par les FARDC même. Les FARDC, l'armée congolaise a confirmé que le plan de la balkanisation est accéléré maintenant. Et que si on n'y prend pas garde, le Congo sera balkanisé. Ambongo a parlé et 2 jours d'intervalle, les FARDC ont confirmé les propos d'Ambongo. À quoi les propos d'Ambongo apparenteraient ou viendraient de la Mouka? Si les militaires congolais, même de l'Est, confirment les propos d'Ambongo, vous êtes journaliste, j'aimerais bien que même là, si Google, qu'il tape là, la déclaration de l'autre représentant des forces armées congolaises à l'Est du Congo, qui a confirmé les propos d'Ambongo. Pourquoi voulez-vous
penser ou chercher des connexions frauduleuses entre Ambongo et la Mouka. Et du reste, Ambongo, avant d'être pasteur, c'est un Congolais. Ambongo voit des milliers de gens chaque semaine. Il dirige les églises. Il voit que les Congolais, vous savez, les pasteurs ont un privilège peut-être que nous autres, nous n'avons pas. Il voit les Congolais venir donner les dîmes et les offrandes. Il voit que ceux qui donnaient $50 aujourd'hui commencent à donner 100 francs. Il s'est rendu compte que ça ne va pas économiquement. Les frères qui venaient le matin au culte, le lendemain matin, ils ne viennent pas. Ils vont demander, on dit, on les a massacrés. C'est-à-dire que ce sont les pasteurs qui sont les mieux informés à un moment donné. Surtout qu'il y a pendant que et au sein de Cash, son chef Kamere, le chef de parti Katanga, Vital Kamere, va au Rwanda offrir 30 têtes de zébis, des vaches, en laissant les orphelins de Beni mourir de faim. Il y a plus de 200 000 orphelins à l'Est. Kamere n'a jamais acheté un petit pain pour les orphelins de l'Est, mais il préfère aller donner des vaches à James Kabarebe, qui nous a privé du courant au mois d'août ici à Kinshasa. Vous vous souvenez? Papa Wendo avait chanté Tozangi Mai, Tozangi Koura, Likura Banyangarakat. C'est James Kabarebe là, l'ami de Kamere, qui nous a privé du courant ici à Kinshasa, qui a attaqué Kinshasa, qui a bombardé les barrages d'Inga. Et c'est ce James Kabarebe que le chef de parti Katanga Vital Kamere amène 30 vaches achetées avec l'argent des Congolais pour lui offrir au Rwanda. Et en confirmant même que Félix Tshisekedi est en train de pleurer au Congo en disant que pourquoi vous ne m'avez pas envoyé l'invitation. Bon, écoutez, ça c'est à vérifier. Les réseaux sociaux, vous savez, raconter. Les images sont là. Vital Kamere dit que Félix est en train de regretter pourquoi on ne l'a pas invité par James Kabarebe qui a tué les Congolais. Non. Madame, moi je suis un fils de Kingabwa. Oui. Et le jour où James Kabarebe a attaqué les barrages d'Inga, à Kingabwa, les enfants nés prématurément, il y en a des centaines qui sont morts ce jour-là. Dans les hôpitaux de serre ici à Kinshasa. Il faut connaître de l'histoire. C'est là où on dit, moi j'ai même demandé que les frontières du Congo soient fermées, que Vital Kamere ne rentre pas au Congo. En attendant qu'il y ait une enquête sérieuse. Parce que madame, au moment où les FRDC disent que le Rwanda veut balkaniser le Congo, au moment où Papa Mbongo vient de l'intérieur nous dit qu'il y a une véritable menace pour la balkanisation du Congo, c'est ce moment-là que Kamere prend l'argent du Congo pour aller offrir, et les vaches du Congo pour aller offrir à James Kabarebe. Donc, quelque part, nous disons, et nous avons des informations sur que c'est Félix Tshisekedi qui lui a dit d'aller offrir ces animaux-là. Alors, comment expliquer cela, madame? En France, en Chine, on vous aurait arrêté et pendu pour haute trahison. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses que nous devons prendre très au sérieux. Quand on dit la Balkane, madame, peut-être il y en a qui ont des pays. Bon. Moi, je n'ai que le Congo. Et donc, quand je vois que le danger est imminent, il faut qu'on arrive à dénoncer. Et donc, pour nous, c'est que Pudolin Mbongo a dit, ce n'est pas le fruit de ces cauchemars ou je ne sais pas quoi, c'est une réalité. Bon, alors, et que si nous n'y prenons garde, une partie du pays va partir. Donc, faisons union, plutôt, mettons-nous ensemble. J'invite Pati Katanga, que je connais, qui s'est battu pour la patrie, mais qui malheureusement, je le répète, est dans le cas, a rejoint l'axe du mal, de revenir à la maison et de se joindre à nous. Le 17 janvier ici, une marche nationale contre la balkanisation. Monsieur Pati Katanga et Monsieur Walter, vous répondrez comme mot de la fin à tous les propos que vient de prononcer Monsieur Epengue. Nous allons passer au deuxième sujet qui est le Front commun pour le Congo, FCC, qui travaille sur sa future mutation en un seul parti politique. C'est ce qu'a déclaré un de ses communicateurs, l'un des principaux même, Alain-André Atundu Lyongo, ce 6 janvier 2020. Alors, Monsieur Katanga, la majorité des partis qui formaient Ensemble pour le changement ont fait pareil. Le cash devrait-il y songer aussi? Bon, merci beaucoup. Je prends quelques temps de répondre d'abord. Non, vous répondrez comme mot de la fin. C'est très important. Non, il a mis en cause Vital Kabarebe. Voilà, il a mis en cause Félix Tshisekedi. Non, je dois répondre maintenant. Et ça, je placer le mot de la fin. FCC, c'est pas important pour moi. Non. Ça, les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette histoire de Vital Kabarebe, c'est comment on est allé donner, comme on dit, des vaches là-bas. Les Congolais ont envie de savoir qu'est va devenir le FCC demain. Bon, si vous voulez que je parle sur le FCC, qu'est-ce que je peux dire? Oui, mais le cash aussi devrait, parce que ça sera peut-être une force pour 2023 auquel le cash ne pourra pas faire face. Je sais pas. Je ne sais pas si j'ai... Bon, répondez. Je sens que ça brûle en vous. Répondez. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser des choses graves comme ça. Oui. Quand je vais commencer par Mbongo. Ce que dit
le cardinal Ambongo. Nous le disons, nous les Maïmaï, depuis longtemps. Le problème de la balkanisation de notre pays, ce n'est pas maintenant. Ça date depuis longtemps et ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi l'a trouvé en étant devenu président de la République. Et ce que dit Ambongo, il dit la vérité. Quand il dit que la stratégie, c'est de créer la terreur dans nos territoires de l'Est, notamment à Béni, comme ça les autochtones vont fuir, c'est le cas maintenant, et on fait transplanter des populations venues d'ailleurs, notamment, et en bon on les cite, les populations venues du Rwanda, de l'Ouganda et de Burundi. Et Fridolin Ambongo dit qu'il faut déployer une diplomatie agissante pour faire comprendre à ce pays d'arrêter, pour demander à ce pays-là d'arrêter. Il dit qu'il faut déployer une diplomatie agissante. Monsieur Epengue, déployer une diplomatie agissante, ça veut dire quoi? On ne parle pas avec son voisin. Qui est capable aujourd'hui d'ôter le Rwanda là où il se trouve et aller l'implanter en Tunisie? Qui est capable d'ôter le Rwanda là où il est pour aller l'implanter en Amérique du Sud, en Asie? Non, le Rwanda est notre voisin, il restera à jamais notre voisin. Et nous sommes d'accord avec Ambongo. C'est ça la stratégie de la balkanisation. Et nous sommes d'accord avec Ambongo. Il dit qu'il faut déployer une diplomatie. Il ne dit pas qu'il faut faire la guerre. Contrairement à Mozito, qui ne connaît pas comment on fait la guerre, qui n'a jamais fait la guerre, qui a pris l'argent du trésor public, Dixit, le PPRD de l'époque, qu'il a acheté 350 domiciles. Il a s'est justifié sur ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le PPRD de l'époque, son partenaire. Donc, en déployant la diplomatie, c'est dans le cadre de déployer la diplomatie agissante, il faut faire une stratégie. Et il est d'ailleurs conseillé de se rapprocher de son ennemi pour connaître et cerner à mieux sa pensée, pour savoir ce qu'il veut faire, pour savoir le nombre de ses militaires dans son armée, pour savoir l'armement qu'il possède. Il faut approcher nos ennemis. Vous voulez qu'on déploie une diplomatie en disant nous fermons les frontières. Mais vous n'obtiendrez rien, parce que vous ne saurez pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Non, nous devons continuer à discuter avec nos voisins et même déployer une diplomatie de la paix, parce que nous avons intérêt dans cette région de Grand Lac à avoir la paix. C'est dans ce cadre-là que Vital Kamerhe est mon ami, parce que je suis le porte-parole de la dynamique des alliés de Kamerhe. Donc oui, c'est mon chef de file, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est allé au Rwanda dans le cadre d'une diplomatie agissante. Vous ne savez pas ce qui s'est dit, mais c'est en réalité pour demander ce que Ambongo a dit, mettre fin à ce qui se passe à l'Est, créer la terreur pour faire fuir les Congolais et transplanter des populations qui viendraient d'ailleurs. Mais cela est mal compris de l'opinion publique. Le Congolais ne comprend pas ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Les visionnaires n'ont jamais été compris sur les médias, madame. Les visionnaires ont toujours eu un pas d'avance sur les autres. C'est ça le problème. On disait d'Étienne, souvent on les conspuait, mais plus tard on disait Papa n'a pas toujours vérité. Papa n'a toujours en avance sur les autres. C'est justement, c'est ça le problème des visionnaires. Ils ont toujours un pas d'avance sur les autres. C'est dans le cadre de déployer une diplomatie agissante. Il faut s'approcher de son ennemi. Il faut discuter parce qu'il faut instaurer dans la région des Grands Lacs une paix durable. Maintenant pour le Congo, quel est son objectif pour le Congo sur le plan de la défense? L'objectif du Congo sur le plan de la défense, c'est de construire un outil de défense à la taille de menace. Pour mettre fin à la stratégie de balkanisation de notre pays, ce n'est pas par des slogans. Il faut construire un outil de défense à la taille de ces menaces-là. Comment construire un outil de défense? Vous avez le long terme, vous avez à court terme, vous avez le long terme. À court terme, il ne s'agit pas de dire comme ça, on va aller faire la guerre. Non, il faut renforcer notre armée, comme dit le cardinal Ambongo. Les renforcer en armes, les renforcer en hommes, les renforcer en soldes. Et aussi les dépendants, leurs familles, s'occuper de leurs familles, et puis les sociales de militaires. À court terme, c'est ce qu'il faut faire. Et à court terme, il faut extirper de notre armée. Il y a des infiltrés. Cette affaire de brassage, cette affaire de amener chez nous, amener notre armée à brasser des gens qui n'étaient pas des Congolais, qui avaient une stratégie de balkanisation. Et jour par jour, ils envoient de... Mais aux Congolais. Aux Congolais. Lequel? Les gouvernements de l'époque. Donc, cette histoire de brassage, il faut... Ça s'est déjà fait. Kabila était au pouvoir. Il faut lire les choses telles qu'elles sont. L'histoire, elle est têtue. C'est une science, l'histoire. Ce n'est pas... Donc, il faut maintenant extirper. Il faut extirper de notre armée ceux qui les ont infiltrés et déstabilisent notre armée en envoyant des messages ailleurs chez leurs commanditaires.
Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, le Congo doit avoir une vision. Si vous avez des bijoux comme le Congo, c'est un bijou, et vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas de garde, on vous prendra votre bijou. Les soirs, donc il faut construire un moyen pour que les Koulouda ne viennent pas, parce que vous avez les bijoux dans votre maison. Le Congo est un bijou. À court terme, si nous renforçons notre armée pour tenir tête, exfiltration des éléments infiltrés, renforcement de notre armée en armes, renforcement de notre armée en hommes, en solde, et s'occuper des dépendants, c'est-à-dire les social. Ça, c'est à court terme. À long terme, le Congo doit avoir une stratégie. Le Congo doit avoir une stratégie. Moi, je suis pour la conscription, mais pas les services militaires obligatoires. Moi, j'ai dit les services militaires, il faut l'instaurer à l'école. À l'école secondaire, de première série, je ne sais pas comment on appelle ça, 7e, jusqu'à l'examen d'État, il faut instaurer les services militaires à l'école. Comme ça, tous nos enfants de première série, je ne sais pas comment on appelle, 7e, jusqu'à l'examen d'État, auront eu une formation militaire. En ce moment-là, tous les Congolais pourront, les moments venus, défendre notre pays. Et ils seront en ce moment-là. Et l'armée saura en ce moment-là quels sont les meilleurs de ces enfants-là, pour les inciter à venir dans l'armée et prendre les meilleurs. Ça, c'est une stratégie à long terme. Voilà. Ça ne sert à rien de nous disputer. Un jour, si on n'a plus ce pays-là, Ipengé, toi et moi, nous perdrons ces pays. Mais c'est là justement, madame, le problème. Le problème, justement, c'est vous accuse d'être du côté obscur. Maintenant, vous m'accusez. Il n'a pas raison, ce sont des théories. Vous m'accusez. Mais qui peut faire tout ça? Qui peut faire tout ça? Mais les mêmes ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les généraux qui sont sanctionnés, ça ne se fait pas. Il les ça ne se fait pas tout cela en 10 mois. Tout cela ne se fait pas en 10 mois. L'armée, je vais passer. qui n'a pas de légitimité, n'a pas de qualité. Non, le président autoproclamé qui n'a pas de légitimité n'est pas reconnu. Il est à la recherche de sa vérité des urnes. Il n'est pas à la recherche de la vérité. Il est à la recherche de sa vérité des urnes. Les généraux sanctionnés, il les envoie à l'Est pour faire quoi? Il est désavoué d'ailleurs par Mosito et Fayou, sont désavoués par Katumbi et par... Mais quand tu parles de notre point de vue, madame, je vais répondre. Je vais l'apaiser. Non, chacun son tour. Chacun son tour. Katumbi est bon donner les points de vue. Merci. Chez nous, il y a la démocratie au sein de l'AMUCA. Monsieur Epengé, monsieur Boulabouba. Merci beaucoup. Bon, vous ne voulez pas tous qu'on parle du deuxième sujet, je ne sais pas pourquoi. Bon, non, on va en parler. Le mot de la fin. J'ai tellement entendu des choses que je ne me retrouve pas. J'ai comme l'impression que René Descartes devait ressusciter une fois de plus. Parce que j'ai comme l'impression que il y a une catégorie de politiciens qui veulent nous ramener dans les dogmatismes. Oui. Comme pour dire, parce que tel a dit, c'est tout à fait vrai. Comme nous disons, c'est que ça doit seulement être forcément vrai. J'ai reconnu ici que ce que le cardinal a dit était tout à fait exactement. Je l'ai dit. À moins que mon co-débatteur n'ait pas entendu, je l'ai dit. Mais il y a un bout de phrase que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai dit, la manière dont il l'a dit, c'est comme s'il accusait directement le président. Non, le président de ne rien faire. Ouais. Mais il le dit lui-même, il est en face. Il dit que Félix n'en a rien fait. Moi, je crois que nous devons... Il y a ce qu'on appelle de l'honnêteté intellectuelle. Mon collègue dit que je ne suis pas scientifique, ça dit libre à vous. Vous êtes libre de me qualifier comme vous voulez. J'ai comme l'impression que dans la MOUCA, c'est ça la règle. Il faut avoir un langage facile, dénigrer les autres. J'ai comme l'impression que c'est cela la règle. Donc cela n'arrive en rien plutôt mes titres et qualités. Je le suis. Mais je dis ceci. Malheureusement, dans ma formation en tant que scientifique, j'aime l'évidence. Mais je ne comprends pas les contradictions de mon co-débatteur en face. Par rapport aux accords de l'Emera, dont certains papiers ont même fuité, il n'a pas foi en ça. Mais il veut faire gober et à nous, et au reste du peuple congolais qui nous regarde, que Félix Tshisekedi aurait signé les accords de Kingakati, que ni lui, ni moi, ni quelqu'un d'autre sur ce plateau n'a jamais vu. Vous comprenez? Vous n'avez pas... Non, attendez. Si vous les avez, alors, montrez-les-nous. Je vous donne mon numéro WhatsApp, vous m'envoyez ce document, je vais les lire aussi. Donc ce qu'il dit là, c'est un mensonge. Et en même temps, j'ai suivi son champion, la fois passée là, le président autoproclamé, qui disait que Tshisekedi devait demander pardon au peuple pour les accords qu'il aurait signés. Mais j'aimerais aussi que Fayulu nous dise les accords que lui, Bemba, Katumbe et les autres ont signés avec les multinationales à Genève. Pour que Tshisekedi qui avait le vent en poupe, ne soit pas désigné candidat et que ce soit Fayulu. Par un jeu de cache-cache.
Tshisekedi Tu parles avec quelqu'un qui siégeait avec Tshisekedi, il avait le vent pour parce qu'il était en Tshisekedi avait le vent pour parce que bien avant Genève, avant d'aller... Non, allons-y. Avant d'aller en Afrique du Sud à Djobo pour la première phase des négociations, les sondages ont montré que Tshisekedi avait le vent pour. Et les candidats de Lamuka étaient derrière. D'ailleurs, lorsque ces sondages... Vous avez un institut de sondage dans ce pays-là qui a fait des sondages. Mais je continue. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas été informé par rapport à cette histoire. Donc en même temps, de la même manière, très bien. Sérieux, on va y aller. Vous blaguez ou quoi? De la même manière que vous dites qu'il y a eu des accords secrets qui auraient été signés, que vous n'avez jamais vu. De la même manière, nous demanderons aussi. Moi personnellement, j'aimerais un peu comprendre comment ça s'est passé. Que M. Fayoulou vient nous dire, voilà les accords que nous avons signés avec la fondation Kofi Annan pour que ça ne soit pas Tshisekedi comme candidat ou que ce soit Fayoulou. Ça c'est de 1. Et puis de 2. Le problème de l'Est du pays, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a créé. Les problèmes de l'Est, nous l'avons dit, datent de longtemps. Et Tshisekedi a trouvé une situation pour lui et il se bat pour que les choses puissent quand même aller. Malheureusement, tout ce qui a été fait par le régime Kabila, dont la plupart des cadres de Lamuka ont participé, tout ça, on met sur les sols de Tshisekedi. Moi, je crois que ça, c'est une malhonnêteté, en même temps scientifique et politique. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de responsabilités qui ne sont pas les siennes. Mais tous ces cadres-là, ils ont travaillé avec Kabila d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc, tous savent ce qui se passe à Beni, tous sont complices d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour dire à monsieur... à M. Prince Epenge que nous devons apprendre à être sincères lorsque nous parlons au peuple. Parce que maintenant, c'est comme vous dites là, il y a des gens qui nous suivent, des milliers de personnes qui nous suivent. Il ne faut pas mettre, inoculer dans la pensée de ces gens-là que Tshisekedi serait le malheur de ce pays. Au contraire, s'il y a quelqu'un qu'il faut que... Non, même pas. C'est à cause de Tshisekedi que nous sommes dans cette situation. Oui. S'il n'avait pas trahi en devenant un avec Kabila, on ne serait pas là. La trahison parce que vous voulez en parler. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour cette émission. S'il ne s'était pas rendu à Kingaka, malheureusement, la tentation de Kabila, on ne serait pas là. Malheureusement, aujourd'hui... Le peuple avait voté pour se débarrasser de Kabila. Oui. C'est Félix qui a fait que Kabila reste et Attendez. Ça, c'est un débat. Ça, c'est très bas, monsieur. Mais il faut parler de la majorité parlementaire. Nous devons parler des choses évidentes, monsieur Pengue. On doit parler des choses évidentes. La Mouka manque d'intelligence stratégique. Doucement. La Mouka manque d'intelligence stratégique. Mais bien sûr, votre intelligence stratégique que vous avez... Aristote dit ceci. Aristote dit ceci. Aristote, celui dont l'intelligence est capable de clairvoyance, possède le pouvoir en maître. Celui dont l'intelligence est capable de clairvoyance, possède le pouvoir en maître. C'est Aristote. La Mouka manque cruellement d'intelligence stratégique. Vous avez pris son temps de parole, s'il vous plaît, concluez. Les deux ont pris mon temps de parole. Oui. Bon, parce que vous me demandez de conclure, merci madame. Je n'ai rien que faire du FCC. Que l'FCC devienne un parti politique. De toute façon, rien ne va changer. Parce qu'on a commencé par le PPRD, avant 2006. Oui. Ensuite, on est passé à l'AMP avec Antoine Gizenga. Ensuite, de l'AMP, on est passé à la MP. Et aujourd'hui, FCC. Mais c'est la même politique, c'est les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Pour moi, c'est un non-événement. Par contre, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les peuples congolais, le président Félix Tshisekedi a été élu par vous et investi par les institutions privilégiées. Qu'on le veuille ou non, c'est pareil. Ce n'est pas le moment de rentrer dans tous les coups bas, les trahisons de Genève, tout ça. Ça, ce sont des notions déjà dépassées. Nous voulons maintenant tabler sur les évidences et sur les problèmes réels du pays. C'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Plus particulièrement à Beni Boutembo. Le plan de balkanisation est réel. Mais nous devons tous nous unir pour en rechercher les causes. Et la meilleure façon de nous unir, c'est de soutenir, d'encourager, les forces armées qui sont sur le terrain, dont les victoires sont même moins médiatisées, c'est encore un regret de ma part. Et puis de soutenir la vision de la relance diplomatique du chef de l'État Félix Tshisekedi. Parce que de ces deux solutions, de ces deux axes seulement, arrivera la solution au problème de l'Est. Une défense très forte, ensuite une diplomatie agressive, ralliée à la cause de la RDC. Les grandes puissances, je l'ai dit une fois, et c'est la même conclusion, qui devraient maintenant influer sur les pays voisins, ainsi que sur les multinationales,
dont mon ami ne veut pas parler parce qu'il sait qu'ils avaient un deal avec les multinationales. Vous savez donc, que vous ne reviendrez pas là-dessus. Oui, influer sur le voisin ainsi que sur les multinationales pour qu'ils puissent laisser les Congos vivre tranquillement. Et comme le dit Félix Tshisekedi, dans une politique de gagnant-gagnant, une stratégie gagnant-gagnant, donc qu'ils viennent, qu'ils investissent en pleine journée et sérieusement, au lieu de prendre frauduleusement nos minéraux. Bon, nous allons parler d'un problème réel, puisque vous ne voulez pas que nous parlons de FCC, qui est une chimère pour vous trois. Nous allons parler d'un problème réel, qui sont les tensions à l'université de Kinshasa entre étudiants et policiers depuis ce lundi 6 janvier 2020. Alors, les premiers protestent contre la disparité dans la fixation des frais académiques, entendant par là que ceux qui sont fixés par le ministère de l'enseignement universitaire ne correspondent pas à ceux fixés par l'administration universitaire. Nous allons demander d'abord à la régie de nous balancer ces éléments pour en débattre juste après. Écoutez, ce n'est pas Afrique Télévision qui en avait la primeur, ce sont des messages, des vidéos qui sont passées dans les réseaux sociaux, donc chacun l'a dans son téléphone. Alors, Monsieur Pengue, des choses comme ça. Écoutez, madame, je vais dire quelques mots. C'est vrai que ces images-là sont insupportables. Je crois que la violence, d'où qu'elle vienne, c'est à condamner, c'est à proscrire. Moi-même, je suis moi-même fruit de l'Inikine. Il y a eu quand nous étions là à l'Inikine, on a eu à marcher, à protester. Les étudiants ont le droit de protester, surtout que ces pouvoirs, ces régimes hybrides de Kabila et de Chilombo avaient promis que les frais académiques seraient, je crois, à $100, si je ne m'abuse pas, que maintenant, après la fixation des frais académiques, maintenant c'est passé à 200 ou 250. Les étudiants, $256, oui. Excusez-moi? $256. Oui, les étudiants ont le droit de protester, certes, mais je condamne l'usage de la violence. Je pense que d'après ce que j'ai appris, il y aurait, c'est pas si 1 ou 2 policiers tués. Au départ, les lundis, c'était... il y a eu beaucoup de blessés parmi les étudiants. Et nous avions condamné également le fait qu'on ait envoyé des policiers avec des armes létales qui ont tiré à balles réelles à l'Inikine. Il y a eu beaucoup de blessés. Je crois que l'Inikine a une police à compétence restreinte qui est là et qui est censée sécuriser et contenir les étudiants quand ils protestent. Et je ne sais pas pourquoi il y a toujours un réflexe d'envoyer directement les étudiants sur le site universitaire et surtout avec des armes. Quand ailleurs la police veut contenir des manifestations, qu'elles soient des manifestations estudiantines ou pas plutôt, et on envoie des policiers avec à la limite des bâtons, mais pas avec des Kalachnikov, des AK-47. Et comme vous savez, certains ne sont pas suffisamment formés et ils en viennent à tirer aussi facilement. Donc ça, nous condamnons. De tous les deux camps, le fait qu'il y ait des morts de policiers tués, non. La police n'est pas là pour qu'on la prenne pour des ennemis. Et la police aussi doit savoir que les étudiants ou la population, ce ne sont pas des chairs à canon. Donc là, il faut que les dialogues reviennent vite.
Vous savez, la plupart des étudiants de l'INKIN sont des gens qui appartiennent, déjà on n'a pas de classe moyenne au Congo, ce sont des gens des fils des fonctionnaires et tout ça, donc il faut qu'on tienne compte des familles modestes, il faut qu'on tienne compte de cela. Mais vous m'avez donné la parole, j'aimerais pour le sujet qu'on venait de oui, terminer. là c'est votre mot de la fin, alors excusez-moi parce que déjà... Que nous soyons sérieux. Non, c'est pas le mot de la fin pour l'émission. Vous avez encore le temps de parole, oui. Et la question de l'Est, j'ai dit fondamentalement. J'ai aimé ce qu'Ndoko Pati a dit. Ça, vous direz ça en fin d'émission. Excusez-moi, M. Benguela, je vous coupe la parole. Le fait que je vous coupe la parole pour la passer à monsieur. N'a pas suffisamment de support pour mettre fin à la crise de l'Est. Du fait que tout cela dit ici, même dans cette coalition-là, je me rappelle encore d'un pasteur Mukuna qui avait dit ici, si Félix Tshisekedi cède le ministère de la Défense et le ministère de la Justice à Kabila, il est foutu. Nous sommes dans une alliance contre nature qui a fait qu'il a les pieds et mains liés. Il ne pourra rien faire. Il prend les généraux nommés par Kabila, les généraux sanctionnés par les Américains, les Européens. Il les envoie à l'Est pour faire quoi? Les généraux qui ont été impliqués dans plusieurs affaires illicites. Monsieur Katanga, vous avez la parole. Qui sont avec Kabila, les lit totalement. Il y a des bâtiments qui ont été brûlés. Vous allez pas les défendre. Il y a une cacophonie sur le plateau, s'il vous plaît. Ce sont des images regrettables. Oui, il y a des bâtiments qui ont été brûlés. Oui. Nous venons de voir des images d'une cruauté inacceptable. Je pense qu'on est parti d'un problème social. Je ne sais pas pourquoi on en arrive jusqu'à des tueries. Je n'ai pas tous les éléments sur le dossier, mais je pense que la violence est à condamner. La violence ne nous amènerait nulle part. On ne trouvera jamais des solutions dans la violence. Mais il faut savoir aussi que les étudiants sont nos frères, nos enfants, nos sœurs, nos cousines, nos enfants, et que la situation sociale est difficile. On est passé du taux, un taux qu'on appliquait au niveau des universités, qui était de 92, je crois, 92% dollars. C'est ça qui a mis le feu dans la maison. Il faut interpeller les ministres de l'ESU. Je pense que les députés ont l'occasion. Les députés ont l'occasion d'interpeller les ministres de l'ESU. Pourquoi subitement on a modifié ce taux-là? Ce taux-là était un taux d'apaisement. Déjà, le dollar, c'était déjà à l'époque de ne se changer plus à 92. Mais je pense qu'à l'époque, si on avait fait le choix... Ce sont des frais connexes qu'on aurait rajoutés... oui. Et on a libéré le taux. On a dit que le taux, c'était à 170, je crois. Alors, ça crée des problèmes. Si même les frais connexes, et qu'on gardait le taux universitaire qu'on appliquait à 92, je pense qu'on aurait évité ces émeutes-là. Ça, ce sont les émeutes des difficultés. Parce que les Congolais tirent le diable par la queue, la situation ne s'est pas encore embellie, et on n'a pas encore créé de l'emploi, et les Congolais n'ont pas encore un pouvoir d'achat assez suffisant pour pouvoir payer les études à ces taux-là. Je pense qu'on pouvait négocier pour, au lieu plutôt de garder ce taux à 92, on pouvait avoir un taux intermédiaire entre 92 et 170. Mais subitement, aligner les taux universitaires sur les taux de change du marché, ça crée des problèmes. Alors, nous avons une vidéo où clairement des étudiants s'expriment parce qu'il a été question de déguerpissement des étudiants de résidences universitaires. On va se poser la question, est-ce que c'est la bonne décision? Nous demandons à la régie de nous passer cette vidéo-là. Parce qu'il y aurait des infiltrés, est-ce la bonne solution? Parce qu'il faudrait dire qu'il y en a qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, qui n'ont pas de famille sur place, qui ne savent pas où résider. Bon, les déguerpir maintenant, est-ce la bonne solution? Merci pour la question, madame. Avant d'y répondre, j'aimerais très sincèrement présenter mes condoléances à la famille du policier ou des policiers qui ont perdu la vie dans cette scène choquante, qui ressemble malheureusement à une scène de guérilla sur le site universitaire. Bon, c'est vraiment regrettable. J'ai été fortement ému par ceci. Mais la question que vous me posez là, c'est une question essentielle et cruciale. Permettez-moi l'expression de dire que je ne comprends finalement pas
ce qui se passe dans cette coalition gouvernementale. Je me tourne un peu vers mon collègue, mon co-débatteur du CACH. Je ne comprends plus. Je vais jusqu'à me demander si, effectivement, vous êtes dans une coalition. Vous êtes dans une coalition. On nous dit que nous devons libérer les fonds. Le ministre de l'Issue sait à quel point la matière universitaire est une matière hautement sensible. Mais il laisse quand même les choses aller. Je ne vais pas vous donner tous les détails. J'ai sur moi les instructions académiques signées par le ministre pour l'année académique en cours. Mais le ministre a lui-même ouvert une mauvaise brèche. Il a fixé seulement les frais académiques, les frais de l'État. Tout ça, c'est les frais reconnus par l'État. Mais il dit pour les frais connexes, les établissements s'organisent avec les autres corporations. Mais lorsque vous ne mettez pas un plafond maximal, mais tout le monde peut déborder. C'est toujours un problème de communication. Mais c'est ça, comme sur la chaussée, lorsqu'on dépasse, voici la vitesse maximale. Mais quelqu'un peut aller jusqu'à 180 à l'heure. Parce que vous n'avez pas réglementé au préalable. Et c'est ainsi que certaines langues disent même que, apparemment, le ministre Thomas Louaka, ainsi que tout son FCC, dont je ne vais pas beaucoup parler, malheureusement, ça me rattrape. Thomas Louaka, ainsi que tout son FCC, s'arrangerait pour mettre les bâtons dans les roues du président Félix pour qu'il échoue. Parce qu'il n'y a pas que cet exemple ici, madame. Il y a un autre sujet dont on ne devrait pas parler, par exemple, les cas de décès à la prison centrale de Makala, où le vice-ministre dit que le ministre de la Défense aurait bloqué le financement de... On ne comprend plus rien. Ou bien nous sommes dans un état sérieux qui se fait appeler un état de droit, ou bien nous sommes dans une caricature de l'état de droit. Alors qu'est-ce qui se passe effectivement dans la coalition FCC-Cash? Peut-être que M. Peña aura la réponse. Oui, et maintenant je vais finir pour revenir à cette question-là. Il y a des familles ici qui sont incapables d'augmenter le nombre des occupants d'une seule tête. Moi, je suis là, je suis père de famille, j'ai des enfants, tout ça. Mais au moins 4 cousins ou neveux étudient à l'université de Kinshasa. Ils sont tous hommes. Et quand ils sont déguerpis, tous ces 4 viennent chez moi. Donc on va vivre à l'africaine forcément. Et dans quelles conditions? Donc moi, j'aurais aimé que le ministre de l'Issue, malheureusement, le mal est déjà fait. J'aurais aimé que le ministre de l'Issue ait pris des précautions en avance. Du moment que depuis le vendredi de la semaine passée, il y a une délégation des étudiants de l'INBTP qui sont allés voir le chef de l'État, qui leur a promis de s'investir sur le dossier après ses vacances. Le ministre aurait joué sur la prudence, par exemple, pour dire, bon, aux établissements, au comité de gestion, suspendons un peu cette histoire jusqu'à ce que... Parce qu'il faut quand même savoir ce que le chef veut dire, quelle est sa pensée. Mais les ministres passent outre mesure. Et quelle est la cause des déguerpissements? On nous dit qu'il y aurait eu des infiltrés. Je reviens encore sur ce que je disais. Mais que faisaient les services de renseignement pour anticiper les choses, pour se rendre compte qu'effectivement, le homme des étudiants de l'UNIKIN serait déjà envahi par les intrus et on fait comme s'il n'avait jamais une anticipation, aucune solution n'a jamais été trouvée en amont. Même la police estudiantine dont M. Peña parlait, quel est son rôle justement de savoir dans les homes comment ça se passe quand on entre dans une chambre que quelqu'un accueille son cousin qui est venu on va dire de Mvujimai ou d'autres choses, vous voyez pas? Je vais vous décevoir, madame. Oui. Vous voyez au homme de l'UNIKIN là. Je pense que M. Peña, comme il est passé par le papa, me contredit. Il y a des gens qui ont fini les études depuis 10 ans, mais qui continuent à loger là-bas. Qui se sont même mariés. Oui, mariés, ils ont même des enfants là au home. Ils ne veulent pas partir, mais ils sont quand même là. On ne comprend plus rien. Et tout ça, je vais finir. Oui, voilà. Tout ça, c'est l'image de la manière, en fait, l'image d'une gestion catastrophique du pays par le régime de Kabila. De Kabila seulement? Oui. Bah, c'est en ce moment que ça se passe. Non, j'ai dit, c'est... Madame. Oui. Non, mais... Les gens qui ont fini les études depuis 10 ans. Ah, ok. Donc nous sommes en 2009 qu'ils ont fini les études. Et pourquoi ils peuvent rester hommes jusqu'en 2019? Et lorsque ces gens-là ont des cousins et des cousines qui viennent tout ça. Mais on va parler des intrus, peut-être il n'y a même pas des intrus. Donc, bref, moi je crois qu'il y va de la responsabilité de M. Thomas Louaka en tant que ministre du secteur. Et malheureusement dans ces pays, il n'y a pas la culture de la démission. Sous d'autres cieux, il aurait démissionné. Il y a eu mort d'homme. Et c'est de sa responsabilité directe en tant que ministre titulaire de son département. Il y a eu mort d'homme. Mais tout ce qu'on a fait dans la précipitation, lui, les premiers ministres, tout ça, très bien, mais je crois que par rapport à cette décision, on peut quand même essayer de revoir un peu là. Mot de la fin, malheureusement. Je crois que madame, oui, mot de la fin, je ne parle pas beaucoup parce qu'il a tout ramassé. Je pense que
vous savez, Quelque part, il vous a rejoint. Il a cité des cartes, Ndogopatia a cité, c'est pas si Platon ou Aristote. Bon, moi, je préfère rentrer à tropicaliser les raisonnements. Moi, je cite une parole de la sagesse populaire congolaise qui dit Balia Kanam de quitter. C'est le résultat de cette alliance, comme disent les Quinois, Sangisa, Sangisa. Et il a peint les régimes Kabila. Et il a fait l'inventaire de tout ce que Kabila a fait de mauvais pendant ses 18 ans. Mais aujourd'hui, qui a recyclé, c'est que même Kabila. C'est Félix Tshisekedi qui lui défend. Non, ce n'est pas et donc, Félix. Aujourd'hui, c'est un peu comme on dit dans la Bible, un vin ancien, vous le mélangez avec du vin nouveau. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez un Félix que vous qualifiez de vin, c'est pas si nouveau, vous le mettez dans les outres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, c'est comme on dit, aujourd'hui vous aidez Félix, mais vous aidez Kabila. Vous soutenez Félix, vous soutenez Kabila. Donc vous maintenez le régime que le peuple a vomi les 30. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous citais tout à l'heure là, le pasteur Ebeke Mukuna, qui à son temps, quand Félix et Kabila faisaient semblant de faire remise et reprise, soi-disant les civilisés là-bas, ce sera la même. C'est le Mukuna qui avait applaudi et qui avait même prié, qui avait prophétisé. Aujourd'hui, c'est le pasteur Mukuna qui dit cette alliance, Félix et Kabila va tuer le pays. Cette alliance est ici du péché. Et peut-être c'est le même Mukuna qui s'était attaqué. C'est le même Mukuna, bien sûr. C'est le même Mukuna qui s'était attaqué à Ambongo en disant Ambongo, ne vous immiscez pas dans les affaires politiques. Aujourd'hui, apparemment, Mukuna est devenu aîné tribaliste. Parce qu'à télé-mêlé, l'alliance FCC cache. Donc, voyez-vous, on dit on n'aide pas la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être aidée. La vérité triomphe d'elle-même. La vérité s'impose d'elle-même. Tous ces contradicteurs ici. Même les partis Katan que vous voyez là. Vous allez voir, dans quelques années, il rejoindra le camp de la vérité des humains pour se battre, pour libérer la patrie. Parce que les Congolais sont sous occupation aujourd'hui. Tout ce que Félix fait, c'est l'agenda que Kabila lui a laissé. Et cet agenda est un agenda qui est favorable au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà qui justifie ces nombreux voyages au Rwanda et en Ouganda. Donc je suis en disant, madame, les seuls rendez-vous que nous prenons avec les Congolais, c'est la marche patriotique. Il n'y a pas de tendance politique. La marche qu'on organise contre la balkanisation, contre les tueries à l'Est, c'est 17 janvier 2020 à Kinshasa et dans toutes les provinces du Congo. La marche commence bien sûr à partir de 9h du matin et jusqu'à toute la journée. On ira, les gens de la Tchangou vont venir de la Tchangou, toutes les 4 circonscriptions. Nous allons cheminer vers le monument de Lumumba parce que c'est le jour où on va d'abord déposer une gerbe de fleurs et là où il y a le monument de Lumumba. Parce que c'est le jour où le Patrice Lumumba, qui incarne l'unité nationale, a été tué. Et donc, ce jour-là, nous allons commencer par là. Et on va cheminer. Il y en a qui vont quitter Tchangou jusqu'à monument Lumumba, 18e Marie. Et c'est de Lukunga, Funa, Moamba. Tous, on va converger vers là-bas. Donc, merci beaucoup, madame. Que tous ces frères qui sont ici quittent l'axe du mal et viennent dans le camp de la vérité. Monsieur Bati Katanga, quittez l'axe du mal. Je pense qu'on ne va pas sauver notre pays de la balkanisation par des incantations. Par des incantations qui n'ont pas de sens. Les Congolais ne comprennent rien. On veut récupérer l'image de Lumumba. Mais vous soumettrez Lumumba à la contestation à ce moment-là. Bon, parce qu'il y a aussi face cachée de Lumumba. Bien sûr. Donc je vais dire ici, attendez, je me suis tué, voilà comment ils sont agités. Ils sont toujours agités. Ils sont toujours agités. C'est son mot de la fin. C'est son mot de la fin. Il faut le respecter. La Mouka n'ira nulle part. Martin Fayoulou, je connais, tu le sais que je le connais. Et je vous dis que vous manquez d'intelligence stratégique. C'est pour ça que vous avez manqué le pouvoir. Il avait Vital Kamel, il ne peut pas m'étonner, ça ne m'étonne pas. Impossible d'écouter les autres. Vous contestez Félix, on conteste le président autoproclamé. Vous le saurez dans une autre. Le président autoproclamé à la recherche de sa vérité des urnes, en même temps contestant le pouvoir de Félix Tshisekedi, il écrit une lettre de sortie de crise, dans lequel il s'octroie lui-même un poste. Président de commission, machin, là, je ne sais pas, mais en mettant à sa disposition. Au moment de la fin, je démontre aux Congolais la contradiction. Attendez, je ne sais pas, c'est pas possible, les débats comme ça, les Congolais ne comprennent rien.
Oui. Même si vous n'êtes pas d'accord, écoutez ce que les autres disent. Voilà. C'est ça aussi l'essence du respect. Donc, vous écrivez une lettre de sortie de crise, comme s'il y avait une crise. Il n'y en a pas de crise. Et dans la lettre, vous vous octroyez déjà un poste important. Un poste qui va déclarer, qui va contrôler la CENI, un poste qui va contrôler la Cour constitutionnelle. C'est anticonstitutionnel. On ne va pas le faire. Vous déclarez maintenant un dialogue. Le dialogue, c'est qui va le convoquer. Le dialogue, c'est qui va le convoquer. Vous ne savez même pas qui va convoquer le dialogue. Nous sommes dans l'action. Nous sommes dans l'action. Félix-Antoine Tshisekedi est dans l'action. Nous sommes conscients du danger qui court notre pays. Notre pays est en danger. Et pour cela, il faut avoir une intelligence stratégique pour sortir notre pays de ce danger. Et non des slogans. Nous devons avoir, parce que c'est le moment de la fin, une stratégie face à cette guerre asymétrique. Si on n'a pas de stratégie, si c'est des incantations, c'est Beer Women Money, BMW. Il faut une stratégie, il faut une intelligence contre ceux, la nuit, qui concoctent le complot contre notre pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pour cela, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour pacifier l'Est de notre pays. Et en plus, je lui dis que nous devons, faire là, comme j'ai dit, avoir une stratégie à long et à court et à long terme. Et c'est-à-dire, Félix Tshisekedi, nous devons avoir une loi quinquennale de programmation militaire. Nous devons inscrire les actions à mener à court terme et à long terme pour que notre armée soit efficace. On va résoudre ce problème de menace de notre pays. Par la mise en place d'un outil de défense et non par des incantations. Votre incantation de nous en aujourd'hui, ce matin, j'ai appris qu'on a fermé l'université de Kinshasa. Temple du savoir. Je pense que nous n'avons aucun intérêt à fermer le temple du savoir. Il faut chercher plutôt à résoudre les problèmes qui se sont posés au niveau de l'université, plutôt que de prendre le parallèle simpliste. Alors que le monde entier fait les paris de l'intelligence, chez nous, nous fermons les temples de l'intelligence. Ça n'a pas de sens. Il faut plutôt chercher les responsabilités et résoudre les problèmes sociaux qui se posent au niveau de l'université et rouvrir les universités parce que nos enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est le souci de Félix-Antoine Tshisekedi. Je peux comprendre que momentanément, comme il y a eu des problèmes de violence, on peut comprendre. Mais il faut très vite cerner les problèmes, y trouver des solutions, y apporter des solutions et ouvrir l'université parce que le défi de demain, ça a déjà commencé aujourd'hui, c'est le défi de l'intelligence. Monsieur Ortega Boulambo, votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup madame. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème qui nous concerne tous. Nous sommes tous Congolais. Moi, je n'ai pas une autre nationalité. Je n'ai pas un second pays à part la RDC. Donc, mon cœur bat RDC. J'aime les Congos. Et je ferai tout pour que ces Congos aillent de l'avant, bien sûr, dans la mesure du possible. Mais tout en disant cela, j'en appelle à une reprise de conscience. Il faut que nous tous, Congolais, nous puissions regarder en face de nous quels sont les dangers qui nous guettent, comment nous pouvons les éviter, quels sont les problèmes qui se posent dans notre société sur tous les plans et dans quelle mesure nous pouvons y apporter des solutions efficaces, pourquoi pas définitives. Et dans cette recherche de solutions, il ne faut pas indexer les individus. Vous savez, il y a une catégorisation d'individus en trois. Il y a les intelligences, les petites intelligences qui ne parlent que des individus, les intelligences moyennes qui ne parlent que des événements, mais les grandes intelligences discutent autour des idées. Moi, je serais mal à l'aise que nous perdons tout ce temps à dire ceci, c'est ce qui dit Fayoul, tout ça. Ça n'avancera pas le pays. Mais l'essentiel, c'est que nous voyons, par rapport aux problèmes qui se posent, comment nous pouvons réfléchir la tête froide, de manière objective, sincère et rationnelle, sans état d'âme, pour y apporter des solutions. La fermeture de l'université de Kinshasa, je suis mal placé pour y aller. Je voulais souffler là-bas. Néanmoins, je considère que cette mesure de fermeture n'est qu'une mesure temporaire. On dit qu'il y aurait des infiltrés avec tout ce problème d'insécurité, c'est vrai. Pour baisser la tension, c'est une fermeture momentanée. Mais je souhaiterais vraiment que le plus vite que possible, la paix revienne sur les campus, qu'on réouvre et que le cours reprenne. Sinon, ça sera des années académiques élastiques, ça fatigue et les étudiants, et les corps scientifiques, les corps administratifs, même les corps académiques. Voilà ce que peut être le mot de la fin. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission est finie. J'espère que vous l'avez suivie. Vous la suivrez aussi pour vous qui l'avez ratée ou qui voulez encore la suivre en rediffusion à 15h et à 21h. Au revoir. Merci. C'est pas gagné. Messieurs la